Alors, chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition pour aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat aux attentats qui ont secoué la capitale française, Paris, avant-hier soir. Vendredi 13 est devenu vraiment une journée ou une soirée sanglante. Et c'est le terrorisme aveugle qui frappe vraiment des innocents, des civils, non seulement à Paris, parce qu'avant ça, nous avons vu plusieurs autres incidents ou attentats. Même jour, il y avait un attentat au Liban qui a frappé deux grands immeubles ou établissements et plusieurs morts également, des victimes sont tombées. Afin de mieux commenter ce qui se passe actuellement autour du monde et pourquoi cette vague de terrorisme est accrue actuellement, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio le général Saïd Fathi, expert en sécurité. Bienvenue à notre programme. Alors, monsieur le général, on veut commencer par non seulement pourquoi le terrorisme frappe encore une fois, mais nous voulons parler cette fois-ci de cette façon sophistiquée du terrorisme. 5 ou 6 attentats en parallèle, la veille également des attentats au Liban et partout dans le monde des alertes. Ça, c'est une nouvelle façon du terrorisme d'agir dans le monde entier. Comment peut-on l'expliquer? Si vous me permettez, avant de commencer, je tiens toujours à dire ou à présenter mes sincères condoléances au pauvre peuple français ainsi que le peuple libanais qui ont eu beaucoup de cadavres pendant la dernière semaine. Mais si on retourne un petit peu à l'avance, on peut constater que notre ancien président, M. Moubarak, avait déjà déclaré au début des années 1986, en appelant et en demandant aux différents grands pays du monde, ainsi que les différentes organisations mondiale, en leur demandant de se réunir sur une conférence pour essayer de trouver quelques moyens pour arrêter ce phénomène-là. C'est un phénomène très terrible et très dur en même temps, qui touche tout le monde. Imaginez-vous, à partir de cette date-là, jusqu'à présent, aucune conférence s'est tenue pour ce phénomène, ou pour trouver des solutions fixes et correctes, afin de faire face à tout ce qui se passe dans le monde entier. Mais ce qu'on peut dire, ce que je tiens à dire, ainsi que notre héros président actuel, le président Al-Sisi aussi, a beaucoup parlé. Il a appelé tous les différents grands responsables des différents pays du monde en leur demandant de se réunir, de faire n'importe quelle conférence sur n'importe quelle nomination pour trouver une solution afin de faire face envers tous ces différents attentats qui frappent tout le monde entier. Mais ils n'ont pas réussi jusqu'à présent, bien sûr, à se réunir pour trouver quelque chose de bien pour l'avenir de l'humanité. Mais chaque pays veut travailler seul. Comme on dit, nous avons un proverbe qui dit toujours « avec une main, on ne peut pas applaudir ». Pour applaudir, il faut essayer les deux mains. Ce qui mène toujours à dire que nous avons besoin vraiment actuellement de trouver des moyens et des solutions qu'on puisse faire face à ce phénomène-là. Les grands pays, je parle en général, avec la collaboration des différentes organisations mondiales, puissent se réunir ensemble pour faire face, bien sûr, à tous ces attentats qui se trouvent dans le monde entier. Aucun pays actuellement est hors de cette situation. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas arrivés à mettre fin à une définition. Ils sont toujours en train de parler de terrorisme. Depuis plus de 30 ans, on parle quelle est la définition correcte du mot terrorisme. Nous ne sommes pas arrivés actuellement à mettre fin ou à faire une vraie face en disant que ça c'est la nomination du mot terrorisme est telle. Chaque pays, chaque personne, chaque pays, chaque personne, n'importe quelle organisation croit de son point de vue qu'il est déjà arrivé à mettre une certaine définition selon ses propres intérêts. Mais nous ne sommes pas arrivés
à trouver jusqu'à présent une définition ferme et correcte. Bien sûr, sans la collaboration et la coopération de tous les pays du monde, avec les différentes organisations mondiales, si on ne se réunit pas d'une manière comme il faut, je suis désolé de dire que tout le monde entier pourra avoir des combats pareils à ce qui est arrivé au Liban et en France. Ce qui est passé en France, vraiment, ça nous a beaucoup touchés. C'est quelque chose contre l'humanité. Aucune personne ne croyait, aucune personne ne pourrait croire qu'il pourrait recevoir quelque chose pareil. C'est quelque chose de très dur, vraiment. À cause de certaines raisons, le nombre de cadavres qui sont morts sur place, à peu près 130 personnes, et il y en a encore à peu près 200 personnes qui ont blessé. Parmi ces 200-là, il y a 100 personnes, à peu près 100 personnes parmi eux sont gravement blessées. Ça veut dire que c'est un très grand nombre. En arrivant à obtenir, on parle à peu près d'un chiffre de 350 personnes, c'est quelque chose d'imaginable et incroyable. Ça veut dire que ces gens-là, quand ils travaillent, je suis en train de parler des différents partis. Moi, je m'en fiche de la nomination, quel que soit Daesh, d'autres partis. Je ne cherche pas la nomination exacte de ces partis-là. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est contre la religion, bien sûr. Et je suis désolé de dire ça une autre fois, que c'est contre la religion et ça donne une mauvaise image sur notre sage religion de l'islam. C'est sûr. Oui. Mais je tiens à dire que ces gens-là, ils travaillent sur des plans qui ont été mis par eux et par d'autres qui les aident. Je peux vous assurer que, bien sûr, il y a des interventions de quelques pays avec ces différents groupes-là. Ces groupes-là, avec ce qui se passe, avec le progrès qu'ils sont en train d'utiliser et de faire, ils n'ont pas la possibilité et la capacité de faire tout ça par eux-mêmes. Bien sûr, il y en a d'autres différentes organisations qui les aident. Et je peux dire encore, peut-être il y en a quelques autres pays qui essayent d'une manière ou d'autre de les aider. Mais en laissant les affaires continuer de cette manière-là, vraiment, je suis désolé de dire que la prochaine période sera de plus en plus pire. Sans qu'on puisse se réunir ensemble pour nos propres intérêts et nos propres bénéfices humains, on n'arrivera jamais à trouver une solution ferme et correcte pour arrêter cette affaire-là. Monsieur le général, je m'excuse, mais si on retourne à la question de Mona, là, pourquoi la France est ciblée par Daesh, par exemple? Bien que, par exemple, on parle que Daesh est confronté par exemple, la Russie, les États-Unis en grande capacité, mais la France n'est pas, par exemple, déployée sur le terrain tel que les forces américaines ou les forces russes. Il faut constater, M. Samar, si vous me le permettez, la France est considérée comme un des grands pays du monde. Oui, certainement. C'est ça. Bien sûr, c'est une indication qui nous disent, ou une preuve qu'ils essayent de l'utiliser de leur part, ou de leur point de vue personnel, en disant, voilà, nous avons la possibilité d'attaquer n'importe quel pays, quel que soit parmi les grands pays du monde. Bien sûr, la France est un des grands pays, un pays bien respectueux. Certainement. Tout le monde le respecte, bien sûr, mais ils veulent dire que voilà, nous sommes arrivés à une certaine force que nous pouvions faire ce que nous voulions faire. Oui. Oui. Et je crains, bien sûr, ça ne va pas terminer, je vous le dis franchement, ça ne va pas terminer, mais ça continuera dans des autres pays européens et les États-Unis aussi. Si on n'arrive pas à se réunir pour trouver une solution conjointe. Bien sûr. Oui, ça nous mène alors à parler du plan sécuritaire mené par la France actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce plan sécuritaire, des mesures déployées par la France actuellement, fermer les frontières et puis l'état d'urgence qui a été déployé? Est-ce que ça peut aider? Parce que
normalement, la population en France et même en Europe, en toute l'Europe, est effrayée parce que personne n'a été arrêté jusqu'à maintenant parmi ceux qui ont commis ou qui étaient derrière le crime, puisqu'il y avait des kamikazes qui se sont explosés. Alors jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment d'indices sûrs et concrets sur ceux qui ont fait ces attentats ou qui ont planifié l'attentat, ce qui est plus grave. Que pensez-vous du traitement sécuritaire? La Belgique a déjà arrêté 5 personnes, Oui. bien sûr, comme nous avons tous entendu hier soir. Je crois qu'ils seront interrogés et nous pourrions avoir quelques investigations à laquelle nous aurions l'occasion de savoir si, par exemple, ces 5 personnes-là ont été inculpées ou, bien sûr, ils faisaient face, ou ils étaient des membres parmi ce troupe-là. Mais je crois que les gens qui ont commis cette affaire-là et qui sont morts sur place, bien sûr, si la police aurait pu arrêter une seule personne parmi eux, je crois que nous aurions eu des bons résultats. Personne n'a été arrêté jusqu'à maintenant. Personne n'a été arrêté sur place. Non, c'est ça. Même au Bataclan, avec les fusillades, ceux qui ont commis le fusillade, on ne les trouve plus. Les trois personnes qui portaient des ceintures explosées, ce sont eux-mêmes qui se sont tués. Le quatrième, la police l'a tué. Si la police aurait dû avoir l'occasion de l'arrêter, bien sûr, ils auraient pu avoir beaucoup d'informations. C'est quelque chose de très, très important. Mais en arrivant à arrêter des gens pareils, en disant peut-être, sur des autres frontières, bien sûr, il y a des frontières très proches entre la Belgique et la France, mais ils n'étaient pas sûrs en disant que ces personnes-là faisaient membre de ce groupe-là. Ce qui mène toujours à dire que, bien sûr, nous avons de très bonnes relations, vraiment, entre notre pays et la France. Il y a toujours un échange des informations selon les différents services de renseignement. Avec les grands pays, nous avons toujours de bonnes relations avec tout le monde en général, mais surtout la France, d'une manière spéciale, à cause des très bonnes relations que nous avions. Les deux présidents sont en train de changer leurs idées. Ils sont toujours au bout du fil de téléphone. Ils se reçoivent. Notre président a effectué une visite. Le président Hollande était là à l'ouverture du canal de Suez. Ça veut dire bien sûr, quand les deux amis se retrouvent d'une manière très proche, bien sûr, il y a une certaine coopération. Et ça mène toujours à dire que nous sommes les deux dans une seule main. Ça veut dire, si vous avez quelque chose, vous me le présentez. Moi aussi, de ma part, je fais la même chose. Les informations sont très, très importantes. C'est ce que nous avions, bien sûr, avec le côté français. Et aussi avec les autres grands pays. Parfait. Cette solidarité quand même de l'Égypte envers la France est manifestée de par le monde entier à présent après cet attentat lâche. Alors les capitales européennes, chers téléspectateurs, sont montées en première ligne pour renforcer leur défense face au terrorisme et assurer la sécurité de leur population après les attentats de Paris revendiqués par le groupe Daesh. Le groupe terroriste Daesh. À Londres, Berlin, Madrid et Rome, les chefs de gouvernement ont convoqué des réunions d'urgence et annoncé un renforcement des mesures de sécurité, en particulier en frontière, dans les aéroports et les gares. Le point dans ce commentaire. Dans tous les pays, la sécurité a été renforcée autour des ambassades, consulats, instituts culturels et lycées français. Le Premier ministre britannique David Cameron a annoncé un réexamen des mesures de sécurité au Royaume-Uni, estimant que son pays faisait face à la même menace. Nous allons revoir notre dispositif, a déclaré Cameron à l'issue d'une réunion de crise à Londres, alors que les mesures de sécurité ont déjà été renforcées dans le pays. Le Foreign Office a conseillé la prudence à ses ressortissants dans les endroits publics en France, alors que l'Eurostar proposait de rembourser les billets aux voyageurs souhaitant annuler leur déplacement à Paris.
La Belgique, qui déplore 2 morts dans les attentats, a quant à elle appelé ses ressortissants à éviter la France. Signe de la tension ambiante, un terminal de l'aéroport londonien de Gatwick a été évacué après l'arrestation d'un Français de 41 ans en possession d'une arme et la police tâchait samedi de déterminer quelles étaient ses intentions. Et à Amsterdam, Schiphol, un Airbus 321 à destination de la France a été évacué pour être fouillé après des menaces adressées contre ce vol sur Twitter. La chancelière allemande Angela Merkel, que le président François Hollande a appelé samedi à l'instar d'autres dirigeants, a annoncé une réunion ministérielle de crise. Le ministre allemand de l'Intérieur a appelé à s'abstenir d'établir tout lien hâtif entre les attaques terroristes de Paris et la crise migratoire en Europe à l'issue de cette réunion. Le ministre répondait ainsi au nouveau gouvernement polonais conservateur qui a remis en cause les accords européens de relocalisation d'immigrés, soulignant qu'il ne voyait pas la possibilité politique de les respecter. Même tonalité en Bulgarie, où le chef du gouvernement a appelé les citoyens à la vigilance à l'égard des migrants au comportement suspect qui traversent le pays. Le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, a annoncé une intensification des contrôles dans toute la péninsule et aux frontières. Aujourd'hui, nous sommes tous la France, a proclamé le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, avant de présider un conseil de sécurité nationale à Madrid frappé par une série d'attentats contre les trains en 2004 qui avait fait 191 morts. Au même moment, s'est tenue une réunion d'urgence des plus hauts responsables des services antiterroristes du pays. Cette commission d'évaluation de la menace terroriste en Espagne devait décider d'élever ou non à son niveau maximum l'alerte antiterroriste. Le gouvernement suisse a placé l'ensemble de ses services de sécurité en état de vigilance accrue. Les Pays-Bas, le Portugal ont également annoncé un renforcement des contrôles de leurs frontières dans les aéroports et les gares. Hors Union européenne, la Russie, elle aussi impliquée dans le conflit syrien, a placé en alerte élevée l'ensemble de son système de sécurité à la lumière des nouvelles menaces. Alors là, on a vu vraiment non seulement les réactions de quelques capitales autour du monde, mais également on a vu des images de cette nuit d'horreur en France. Alors, Monsieur le Général, je voudrais également vous parler de mesures de sécurité déployées dans ces grandes capitales. Comme on a vu, il y avait des caméras dans les rues et dans ces grands lieux afin de bien contrôler ce qui se passe. Mais malgré tout, quand même, ces attaques terroristes ont eu lieu avec toute cette ampleur. Comment peut-on expliquer ça? On peut dire bien sûr quelque chose de très important, c'est que tous ces gens-là, ils sachent bien qu'il y a des caméras qui peuvent les observer. Bien sûr, à ce point-là, ils évitent complètement d'arriver ou de passer selon cet endroit-là. Ils essayent de les cacher d'une manière ou d'autre, en mettant quelque chose sur leur figure, en mettant quelque chose, par exemple, sur la caméra même, en essayant d'une manière ou d'autre de casser les caméras, ces caméras-là, afin de ne pas avoir l'occasion de les photographier, pour qu'ils puissent s'enfuir après avoir terminé leur acte ou leur action, ou leur attentat. Et imaginez-vous que, bien sûr, ils ont une certaine mentalité. Pourquoi? En essayant de faire 6 ou 7 ou 5 même attentats dans le même temps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut que des experts puissent étudier comment ces gens-là ont réussi à faire quelque chose pareil. Pourquoi? Pour différentes raisons. La première raison, la raison la plus importante, pour essayer de diviser les forces sécuritaires qui sont sur place. Au lieu de se rendre ici, à droite, non, ils doivent se rendre à gauche, ils doivent se rendre derrière. Ils sont en train d'entendre, par exemple, une explosion ici, dans un autre endroit, une autre explosion. Ils essaient bien sûr de déchirer ou de démolir les forces, la puissance des forces policières. Oui. C'est ça, afin qu'ils puissent terminer leurs affaires. Et si on peut chercher les caméras et les petits téléphones là, n'ont pas réussi à essayer de les arrêter ou à savoir comment ces gens ont réussi à pénétrer pour rentrer, pour terminer leurs affaires. Oui. Pour les conséquences, après par exemple le crash de l'avion russe sur le Sinaï, on a dit que le tourisme en Égypte sera affecté par cet attentat ou cet incident contre l'avion.
selon vous, est-ce que la France, qui est le numéro 1 de destination touristique visitée autour du monde, est-ce que le tourisme en France sera affecté par ces attentats? Bien sûr, il y a une certaine sorte de, comment dirais-je, bien sûr, si je tiens toujours, j'ai un programme, un certain programme que j'ai déjà préparé à l'avance afin d'avoir l'occasion de visiter un pays, quand je sens qu'il y a un attentat pareil ou quelque chose pareil, je recule un petit peu en arrière. Mais un peu plus tard, je vais terminer cette visite, pas tout de suite. C'est l'être humain, l'humanité, bien sûr. Elle doit un peu s'effrayer de ce qui se passe. Mais un peu plus tard, les choses vont marcher. Comment? Vous allez constater quelque chose de très important. Soit ici à Sharm el-Sheikh ou à un autre endroit dans notre pays, dans notre charmant pays, bien sûr, ce qui se passait était gravement. Ça nous a beaucoup touchés, nous tous. Mais je peux vous conseiller que très prochainement, dans 2-3 semaines, pas plus que ça, vous allez voir le nombre des tourismes qui vont arriver ici de différents pays du monde. Même, déjà, nous avions tous constaté ce qui se passe actuellement. La Russie a donné des ordres à leurs citoyens de rentrer. La plupart parmi eux n'ont pas voulu et ils ont insisté à terminer leur tourisme, oui, leur tourisme ici, à continuer. Nous voyons à peu près avant-hier, 65 vols sont arrivés à Hurghada. Un jour plus tard, 55 vols sont arrivés. 2 jours à l'avance, 53 vols sont arrivés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ne craignent rien. Ils ont déjà pris, une décision, une certaine position à terminer leur tour, soit à Hurghada, soit à Sharm el-Sheikh. Ils insistent toujours à le faire ou à le terminer, quelles que soient les autres raisons. Mais je répète une autre fois, bien sûr, il y a une certaine effrayance au début, mais un peu plus tard, les choses vont se calmer et ça va beaucoup s'améliorer. Et je tiens à dire, si vous me permettez quelque chose, l'attentat contre le vol russe, il y a toujours des investigations. Ils ne sont pas encore terminés. C'est vrai. Il faut attendre un petit peu. Ça ne va pas durer pour longtemps, mais il ne faut pas créer ou inventer des fausses histoires. Et je tiens à dire quelque chose de très important, que ce n'est pas une bombe qui a été mise dans l'appareil. Pourquoi? Les cadavres, quand ils sont rentrés chez eux, les 224 personnes russes, quand ils sont rentrés chez eux, il n'y avait aucune trace dans le corps de n'importe quelle personne. L'appareil même, quand il était tombé, dans ce cas-là, quand il y a une explosion, ça peut déchirer complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet appareil-là, s'il y avait une certaine explosion, il devait être déchiré en plusieurs parties. Mais en 3 ou 4 parties, non. C'est quelque chose qui était dans l'appareil même. Oui, peut-être oui que c'était une erreur technique. On tient à remercier notre invité, le général Saïd Fathi, expert en sécurité. Merci bien pour votre analyse. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur le général. Et on arrive au terme de cette édition. Oui, merci Mona, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Et nous vous donnons demain rendez-vous avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. À demain.